Nous sommes sur Gabon 24, mesdames et messieurs, bienvenue à ce plateau spécial, la Minute de l'Environnement, consacrée à la Semaine africaine du climat. Je reçois sur ce plateau Ronan Picheur, il est spécialiste au Fonds des Nations Unies pour le développement du capital. Monsieur Picheur, qu'est-ce que le Fonds des Nations Unies pour le développement du capital et quel est votre rôle en matière de lutte contre le changement climatique ? Alors bonjour déjà, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Alors moi je m'occupe de développer des solutions de financement pour les pays en développement et notamment les pays les moins avancés pour l'adaptation au changement climatique. C'est ce que le Fonds des Nations Unies, qui en anglais s'appelle UNCDF, UN Capital Development Fund. En fait, on est parti d'un constat, c'est que tout le monde connaît, c'est que les pays en développement, et notamment les pays africains, ne sont pas responsables du changement climatique mais en revanche que c'est eux qui vivent les principales vulnérabilités du changement climatique. Donc ce n'est pas normal en fait que les pays en développement, et notamment les pays africains, payent finalement pour tous les dommages qu'ils vont recevoir dans leur pays à cause des changements climatiques dans les années à venir. Donc pour cela, il faut essayer de trouver une solution pour avoir plus de subventions et plus de subventions qui aillent directement au niveau local. UNCDF a monté un programme qui s'appelle LOCAL, Local Climate Adaptive Living Facility, qui est une facilité pour amener des subventions directement aux communes pour que les communes, les collectivités territoriales s'occupent elles-mêmes de l'adaptation au changement climatique. Parce qu'on pense que ce sont finalement les communes qui sont plus en direct avec les communautés, qui voient le plus les difficultés liées au changement climatique au jour le jour, et c'est elles finalement qui doivent répondre vis-à-vis de leurs administrés par rapport à ces changements climatiques et trouver des solutions. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Oui, en fait. Justement, quelle est votre contribution à cette semaine africaine sur le climat ? Là, juste, on fait un plaidoyer pour dire que l'argent lié au climat doit aller au niveau local, au niveau des collectivités territoriales. On veut qu'il y ait plus de subventions et que ces subventions des fonds climat aillent de manière plus directe directement aux collectivités territoriales. Et on souhaite aussi que ces collectivités puissent se prendre en main et que les gouvernements reconnaissent le pouvoir des collectivités territoriales pour changer elles-mêmes leur futur et qu'elles puissent travailler directement avec les populations. Donc c'est ce qu'on essaie de dire en fait à la Semaine du climat à travers les différents panels. C'est vrai que ça a l'air simple, ce qu'on dit, que les gens doivent s'occuper eux-mêmes et s'adapter eux-mêmes et on doit leur donner les moyens pour ça, de l'argent, mais aussi du renforcement de capacité et puis une expertise technique parce qu'ils ne peuvent pas répondre à tout, c'est relativement compliqué. Donc ça c'est un peu ce qu'on essaye de dire, mais il faut faire avancer doucement les choses. Voilà. Alors vous l'avez précisé au début de votre intervention que le continent africain est le continent le moins pollueur mais le plus touché par les effets du changement climatique. Concrètement, quelles sont vos actions en Afrique ? Alors concrètement, en fait, on va appuyer notamment les communes à essayer de comprendre les grandes vulnérabilités qu'elles ont. Mais elles les connaissent déjà. Hein. Ici, si vous prenez par exemple la commune d'Arkanda, elle voit très bien que le niveau de la mer augmente et qu'il y a une érosion côtière qui est forte. Elle voit très bien aussi qu'il y a une intensification des pluies de plus en plus importante et que ça crée une érosion des sols et que ça crée des inondations dans certains quartiers de plus en plus fréquemment. Elles se rendent compte que la saison des pluies varie énormément et que pour les cultures, ça dérègle complètement le cycle saisonnier agricole. Donc elles se rendent compte de ça, mais elles ne savent pas forcément comment est-ce qu'on peut y répondre parce qu'elles n'ont pas les moyens, il n'y a pas forcément de budget de budget communal pour pouvoir répondre à toutes ces préoccupations parce que des préoccupations au niveau du développement local, il y en a des dizaines. Donc nous on essaye d'amener des fonds particuliers directement du niveau central de l'État jusqu'aux collectivités territoriales pour qu'elles puissent répondre à ces besoins-là.
Alors, vous avez évoqué la question du Gabon. J'allais anticiper sur cette question. En dehors du littoral, quels sont les effets du changement climatique que vous avez pu observer au Gabon et qu'est-ce que vous pouvez proposer par rapport aux politiques qui sont appliquées actuellement? Bon, je crois que j'ai déjà dit en fait les trois principaux points qui sont liés à la vulnérabilité climatique du Gabon, c'est l'érosion côtière. Clairement, pour le Gabon, ça va être un vrai problème. On voit que Port-Gentil est à très fort risque pas d'engloutissement total, mais en tout cas, il va falloir que Port-Gentil puisse trouver des solutions pour soit se délocaliser, soit trouver des digues pour éviter cette élévation du niveau de la mer. Ça, je pense que ça va être sur toute la côte et même sur Libreville, ça va être très important. Et ça va toucher énormément de gens. La deuxième chose, c'est l'intensification des pluies et des risques d'inondation. Il y en aura partout, et notamment dans les quartiers qui sont peu équipés, où il n'y a pas d'avaloir et d'écoulement des eaux pluviales qui sont bien faits, bien pensés et suffisamment larges pour pouvoir recevoir cette quantité d'eau qui va être très forte en l'espace de très peu de temps, avec des orages, des ouragans même de plus en plus forts, c'est très probable dans les prochaines années. Il faut en fait que les collectivités puissent trouver des solutions techniques et capter toutes ces eaux très rapidement. Et il y aura des quartiers qui vont être complètement inondés. C'est ce que vous voyez déjà, mais ça va être pire dans les années à venir. Ça, c'est les deux choses principales qui vont toucher les gens directement. Et ensuite, il y a tout l'aspect agricole avec moins de production, même des produits forestiers non ligneux, avec moins de production sur certaines denrées alimentaires. Et ça peut perturber le cycle donc, de production et de consommation parce qu'on n'aura peut-être pas, et ça c'est très difficile à quantifier, autant de production qu'on pouvait avoir avant. Donc ça pareil aussi, il va falloir s'adapter par rapport à ça. Alors, je vais revenir sur un aspect que vous avez évoqué, l'agriculture. Oui. Au Gabon, le conflit homme-éléphant est de plus en plus un conflit qui est vécu malheureusement très difficile par les communautés. Oui. Quel est votre regard par rapport à cette situation? Est-ce qu'on peut dire que quelque part, le conflit homme-éléphant est lié au changement climatique? Mais alors au Gabon, ici, il y a une étude qui a été faite par l'université de Stirling, qui est en Angleterre, avec d'éminents chercheurs. Et vous avez la chance d'avoir un ministre qui était parmi ces chercheurs, donc le professeur Lee White, qui a démontré cette recherche qu'avec le changement climatique, les fruits que consomment les éléphants étaient moins disponibles en quantité et en qualité. Et donc, ils ont remarqué que les éléphants maigrissaient quasiment à vue d'œil au fur et à mesure des années, et les éléphants n'ont pas d'autre solution pour trouver à manger que finalement d'aller dans les plantations et d'aller manger ce que font les agriculteurs. Donc, c'est un vrai problème. Je pense que c'est un problème qui va s'accentuer dans les années à venir parce que le Gabon essaye d'être très courageux et de dire nous avons la volonté de préserver la nature et ça je pense que le Gabon est en tête de très nombreux pays pour la protection de la faune et de la flore, mais en revanche c'est vrai qu'il va falloir trouver des solutions pour les populations avoisinantes. Donc il y a plein de solutions qui sont naturelles ou plus ou moins naturelles qui sont mises en place. Chacune a son avantage et ses inconvénients. Il y a les grandes barrières électrifiées qui sont mises en place, qui ont l'air très efficaces à court terme, mais elles ne sont pas évidentes. Déjà, elles coûtent très très cher. Si on veut mettre ça sur plusieurs kilomètres, ça coûte très cher. Et puis deuxièmement, c'est pas facile à maintenir. Donc il y a d'autres solutions aussi proposées par des ONG locales comme Brain Forest, qui disent que non, il faut des solutions naturelles, avec des ruches, parce que ces gros éléphants, ils ont peur des abeilles. En fait, les abeilles les piquent et donc ils s'en vont. Donc ils essayent d'éviter ça. Ou alors des choses, des liquides qui peuvent être faits avec différentes choses qui font que c'est un répulsif pour les éléphants. Donc tout ça s'est mis en place. Mais c'est vrai que trouver à la fois une solution pour la protection de la faune et en même temps l'augmentation agricole et préserver les agriculteurs, c'est vrai que c'est un vrai conflit qui risque d'augmenter et sur lequel il faut que toute la population travaille.
Alors, le Gabon et plusieurs pays forment le bassin du Congo, le deuxième poumon de la planète. Oui. Aujourd'hui, quelle serait la position de cette région par rapport à la lutte contre les changements climatiques à l'échelle mondiale? Le Gabon est leader, clairement. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on peut voir. Et elle prend la tête des négociations sur plein de sujets, que ce soit l'adaptation au niveau du climat, mais aussi sur d'autres sujets spécifiques, notamment les financements du climat. Et elle a la capacité, en tout cas, de fédérer les autres pays du bassin du Congo pour essayer d'avoir une convergence de vues et les porter au niveau plus haut, au niveau international. C'est ce qui se passe là à l'heure actuelle, hein. La semaine du climat, elle est faite pour ça. C'est d'essayer de rassembler les négociateurs des différents pays africains pour se mettre d'accord sur certains points du texte à apporter et à soutenir de plus en plus fortement vis-à-vis de la COP qui aura lieu à Sharm el-Sheikh en novembre. C'est pour ça que cette semaine a lieu et j'ai l'impression que ça a l'air de bien se passer, mais je n'ai pas d'écho direct sur ces négociations-là. Alors, selon vous, une semaine, est-ce que c'est assez suffisant pour aborder toutes les problématiques liées au changement climatique? En fait, votre réponse, vous l'avez déjà dans la question. Non, ce n'est pas suffisant, mais bon, on a tous des contraintes, il faut trouver une solution. Moi, il y a quelque chose qui me choque dans ces semaines du climat, c'est que finalement, tout le monde vient pendant une semaine, on consomme énormément de CO2 pour tous venir ici en avion, on utilise beaucoup de climatisation pour pouvoir être là et pour pouvoir travailler de manière sereine. Donc en fait, il y a un coût en termes d'émissions de CO2 qui n'est pas négligeable. Mais bon, c'est primordial qu'on puisse se voir, qu'on puisse se rencontrer tous ensemble et qu'on puisse essayer de voir quelles solutions peuvent être mises à jour. Donc la semaine du climat, c'est déjà ça. On ne peut pas rester ici longtemps. Le point d'achèvement, ça sera la COP. Et on espère tous qu'à la COP, les décideurs politiques prendront des décisions courageuses, enfin, et qu'elles soient transcrites au niveau concret dans chaque pays. Donc j'espère pouvoir revenir bientôt avec des solutions concrètes. Oui, justement, on va anticiper un peu en parlant de solutions. Qu'est-ce que vous attendez à apporter à la COP27 comme solution? Nous, en fait, UNCDF, on essaye de dire qu'on essaie de mettre en place un mécanisme national d'adaptation au changement climatique au niveau local. Donc nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait plus de fonds de subventions pour les pays en développement et notamment pour les pays les moins avancés et les pays les moins avancés africains. On espère que cette enveloppe sera plus importante et qu'elle abondera directement des systèmes nationaux tels que nous les proposons pour que ça aille vraiment au bon endroit. Parce que pour le moment, ça reste bloqué soit au niveau international, soit au niveau national, mais c'est vrai que ça a du mal à descendre au niveau local, là où il y en a le plus besoin. Donc ça, c'est ce que souhaite UNCDF et en particulier la facilité pour laquelle je travaille. Merci à vous, Monsieur Ronan Pécheur, d'avoir été invité à ce plateau consacré à la Semaine africaine sur le climat. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission, la Minute de l'Environnement, consacrée à la Semaine africaine sur le climat. Je recevais sur ce plateau Ronan Pécheur, il est spécialiste au Fonds des Nations Unies pour le développement du capital. Restez avec nous sur Gabon 24, l'actualité se poursuit.